Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Asie à la Une. Je suis Christine et c'est avec grand plaisir que je vous accompagne tout au long de ce journal. Voici les titres. Les campagnes extrajudiciaires de Bo Xilai. Manifestation tibétaine devant la Maison Blanche. Nicolas Anelka, l'espoir de Shanghai Shenhua. La semaine dernière, nous avons suivi avec vous le développement de l'incident qui a fait parler de Wang Lijun et Bo Xilai, les deux figures de la répression du crime organisée dans la ville de Chongqing. Cette semaine, nous continuons de nous interroger sur la véritable nature de ces deux hommes. Dans le reportage suivant, nous verrons comment ces soi-disant campagnes de répression du crime enfreignaient la loi en utilisant par exemple la torture pour faire parler les suspects. Depuis que Wang Lijun, l'ancien directeur de la police de Chongqing, s'est rendu au consulat américain à Chengdu le 6 février dernier, les spéculations vont bon train sur ce qu'il a pu révéler au sujet de Bo Xilai, l'homme qui l'a aidé à gagner son poste. Bo Xilai et Wang Lijun ont créé le modèle Chongqing, une campagne de lutte contre la criminalité lancée en 2009. Les médias officiels ont largement encensé ces deux hommes comme des héros de la lutte contre le crime organisé. Mais Bo Xilai, le charismatique et ambitieux petit prince du Parti communiste chinois, connu pour ses efforts à vouloir se hisser dans la hiérarchie du parti, a fini par inquiéter le régime. Les gens pensaient que Bo Xilai luttait contre le crime organisé, mais en réalité, il lutte contre ceux avec qui il a un intérêt spécial, comme les anciens fonctionnaires, parce qu'il veut contrôler tout le système bureaucratique. Il a ainsi réussi à faire tomber le ministre de la Justice, Wen Qiang. Bo Xilai et Wang Lijun l'ont fait comparaître pour corruption et Wen Qiang a été exécuté en juillet 2010. En plus de l'élimination des opposants politiques, Bo Xilai et Wang Lijun ont aussi été critiqués pour avoir tiré des avantages financiers de leur campagne. Quand Bo Xilai a lancé sa campagne de répression du crime organisé, en fait, il a fait arrêter un grand nombre d'hommes d'affaires et d'industriels. Il voulait confisquer leurs biens et leur argent et corrompre des personnes plus importantes. De cette façon, beaucoup de ces personnes ont été mises en prison. Cette campagne de répression était connue pour ignorer la procédure régulière. Bo Xilai et Wang Lijun ont souvent été accusés d'utiliser la torture pour extorquer des aveux. Cette vidéo, diffusée par l'avocat d'un présumé patron du syndicat du crime, détaille la façon dont il a été torturé avant son exécution en septembre 2010. Pendant 6 mois, je suis restée sur une chaise en fer, la chaise de torture comme ils l'appellent. Mes pieds étaient menottés et j'étais régulièrement frappée à coups de pied. Ils ont utilisé différents moyens pour me faire parler. Ils m'ont tordu les bras en arrière pour les accrocher à une barre de fer et me soulever du sol. Cela a duré pendant 5 jours d'affilée. Bien qu'il ait aidé Bo Xilai à enquêter sur des milliers de criminels à Chongqing, Wang Lijun affirme aujourd'hui que sa vie est en danger après une querelle avec son ancien patron. On ignore ce que Wang Lijun a révélé aux responsables américains au cours des 24 heures qu'il a passées au consulat des États-Unis. Mais les médias officiels chinois ont annoncé qu'il était interrogé à Pékin sur les raisons de cette visite non officielle. Rendons-nous maintenant à Washington où des manifestants pour la défense des Tibétains se sont rassemblés pour demander au président Barack Obama d'être ferme lors de la visite du vice-président chinois Xi Jinping à la Maison-Blanche. Les violences au Tibet ne font qu'empirer ces dernières semaines et un jeune moine de 19 ans s'est encore immolé par le feu. Une manifestation de militants tibétains à l'extérieur de la Maison-Blanche a eu lieu en même temps que la visite du dirigeant chinois Xi Jinping. Les manifestations continuent aussi à l'intérieur du Tibet après qu'un autre moine se soit immolé par le feu. Un nouvel acte de désespoir face au règne du régime communiste chinois, tel qu'il s'en est produit de plus en plus fréquemment ces dernières semaines. Selon le groupe Campagne internationale pour le Tibet, basé à Londres, le moine Lobsang Gyatso, âgé de 19 ans, s'est immolé lundi après-midi dans la préfecture d'Aba, province du Sichuan. Le groupe affirme que les forces de sécurité chinoises ont molesté le jeune moine en essayant d'éteindre les flammes. Ils auraient également frappé violemment 2 autres Tibétains qui essayaient d'aider. Le moine a été emmené dans un hôpital de la région, selon les médias officiels, qui n'ont pas précisé s'il avait ou non survécu. Lobsang Gyatso est l'un des 20 Tibétains qui se sont immolés au cours de cette année. Au moins 13 d'entre eux ont perdu la vie. Le groupe Free Tibet affirme que 200 Tibétains ont manifesté samedi dernier, non loin de la province voisine du Qinghai. Jeudi dernier, le dirigeant chinois Wen Jiabao
a accusé les forces séparatistes hors de Chine d'avoir organisé ces manifestations en précisant qu'elles n'avaient pas le soutien de la population. Devant la Maison-Blanche, les manifestants ont demandé au président américain Barack Obama de faire pression sur Xi Jinping lors de leur rencontre dans le bureau ovale. Je voudrais dire au président Barack Obama qu'il devrait exercer tout son pouvoir face à Xi Jinping et saisir cette opportunité pour inciter le régime chinois à mettre un terme immédiat aux atrocités commises au Tibet. Le régime chinois dit avoir beaucoup investi au Tibet dans la construction de nouveaux logements et autres infrastructures et avoir subventionné l'éducation du peuple tibétain. Mais les militants accusent le régime de simplement vouloir éliminer leur culture traditionnelle. Alors que le conflit en Syrie continue de faire des victimes, le régime chinois doit répondre aux critiques pour avoir opposé son veto à la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les dirigeants du régime ont essayé de défendre leur position, mais sans convaincre personne. Après avoir opposé son veto à la résolution des Nations Unies sur les violences en Syrie, le régime chinois tente de limiter les effets de bord. En effet, la décision de la Chine a été fortement critiquée. En Libye, des manifestants ont jeté des pierres sur l'ambassade chinoise. Mardi dernier, le président Wen Jiabao a fait taire les critiques lors du sommet Union européenne-Chine à Pékin en affirmant que la décision de bloquer la résolution des Nations Unies visait à aider la Syrie. Au sujet de la Syrie, le plus urgent et le plus pressant maintenant est d'empêcher la guerre et le chaos pour épargner davantage de souffrance au peuple syrien. Au même moment, un représentant du régime chinois rencontrait les dirigeants de la Ligue arabe pour transmettre la décision de Wen Jiabao. L'insurrection en Syrie a été la plus sanglante des révoltes du printemps arabe. Les Nations Unies estiment que plus de 5400 personnes ont été tuées depuis le début des conflits. La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, votée début février, appelait le président Bachar al-Assad à arrêter la répression violente contre les manifestants. Cette résolution a été bloquée par la Chine et la Russie. Le régime chinois joue un jeu dangereux dans le monde arabe. Le veto fait partie de la politique de non-interférence que la Chine applique en regard des affaires internes des autres pays, étant elle-même très critiquée pour ses nombreuses violations des droits de l'homme. La Chine est également l'un des plus grands consommateurs de pétrole et ne souhaite pas entrer en conflit avec ses fournisseurs. La Syrie était aussi présente lors des rencontres autour du vice-président chinois Xi Jinping lors de sa visite à la Maison-Blanche. Et nous terminons cette édition avec un mot de sport. Nicolas Anelka est sans doute l'une des stars les plus brillantes du football européen. Il vient de rejoindre sa nouvelle équipe, le Shenhua de Shanghai. Les joueurs et les supporters comptent sur la classe de son jeu pour relever le niveau de l'équipe. Le joueur de football français Nicolas Anelka s'est fait un nom en tant qu'attaquant à Chelsea. Il a été un joueur décisif dans d'autres grands clubs européens comme Arsenal et le Real Madrid. Mercredi dernier, il est arrivé à Shanghai où il a rejoint sa nouvelle équipe de Shanghai Shenhua. Son arrivée discrète dans la matinée a réussi à contourner l'immense excitation de son équipe et de ses supporters. C'est un joueur exceptionnel. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre club et nous sommes très heureux. Et nous allons nous adapter sans attendre au style de jeu de cette star du football. Le club est également en pourparlers pour faire venir l'attaquant Didier Drogba, l'ancien partenaire d'Anelka à Chelsea, ainsi que d'autres talents européens. L'entraîneur français Jean Tigana et l'attaquant australien Joel Griffiths ont également été engagés pour élever le profil international de l'équipe et lui permettre au minimum de regagner la tête du classement de la Super League chinoise. J'espère qu'ils remporteront la Ligue. Shenhua a terminé 11e de la Ligue la saison dernière et n'a pas remporté le titre depuis 2003. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition.